Prise 2. Tiens juste le truc. Vas-y. Prise 2. Donc, scène 1. Ouais, prise 1. Clac. Une interview foutoir sur les Shibani, sur la pièce des Shibani en fait. Sur la pièce qui s'appelle Les Invisibles. Une petite présentation de vous, de votre histoire, pourquoi vous avez joué pour la pièce, tout ça. D'abord, je m'appelle Younes Tessayirt, vous avez dit. Je suis comédien depuis maintenant 35 ans. J'ai 65 ans. Ouais. Et le choix de travailler sur la pièce, c'est pas d'abord un choix personnel, puisque Nasser Djemaï, qui est l'auteur, metteur en scène du spectacle, cherchait des comédiens. Donc on est passé par le réseau habituel quand on fait ce métier, par le réseau des castings, passer des essais et tout ça. Et à partir de là, il y a eu une présentation du texte par le metteur en scène et la présentation du projet. Et donc j'ai complètement adhéré à ce projet. Et c'est comme ça que je suis rentré dans cette aventure. Voilà en gros comment ça s'est fait. Du coup, quand vous êtes arrivé pour postuler, faire votre présentation pour la pièce, vous ne saviez pas du tout le sujet Si, on connaissait le sujet. Donc effectivement, contrairement au casting de cinéma où on vous envoie, on dit voilà, il y a un casting, vous avez une page, 2 pages de texte, allez, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Au théâtre, c'est quand même différent. Un réalisateur qui est d'origine algérienne, qui s'intéresse à la question des Shibani, qui propose 5 rôles pour des Arabes, entre guillemets, des gens originaires d'Algérie ou d'Afrique du Nord, donc avec des rôles majeurs, quoi. Hein, c'est pas des petits rôles ou des rôles supplétifs un peu, hein, qui servent souvent. Hein, c'est quoi à dire, mais quand on cherche des gens comme nous, on dit on cherche un rôle d'arabe. Et vos origines, est-ce que ça a joué en fait dans cet enthousiasme justement pour interpréter ce rôle? Oui, complètement. Oui. Le fait d'être d'origine algérienne et de parler de cette question des Shibani, qui à travers les Shibani parle de mon histoire, de l'histoire de mes parents, de l'histoire de l'après-guerre d'Algérie, ou de tous ces moments-là, c'est quand même très, très, très motivant. Et puis c'était une façon aussi de se dire, voilà, on répare peut-être un oubli, une injustice, et on met au devant de la scène une histoire qui est complètement oubliée. Et le terme de la pièce invisible, c'est à la fois ils sont invisibles, mais c'est aussi de mettre l'invisibilité au premier rang pour la rendre visible. Donc voilà, c'est un peu intéressant. Finalement, c'est ceux qui font vivre la France, quoi, qui bougent pour la France, qui travaillent pour la France. Oui, entre autres, une bonne partie a reconstruit, a contribué à reconstruire la France de l'après-guerre. Parce qu'il y avait vraiment un grand besoin de logement, il y a un manque de bras surtout. Un manque de bras. Oui, un manque de bras, oui. Il y a beaucoup d'hommes français qui sont partis à la guerre, qui ne sont pas revenus, et il fallait des bras pour reconstruire ce pays, quoi. C'est comme toujours après les guerres, on manque de bras, donc on va les chercher là où ils sont disponibles. Finalement, comme après la Première Guerre mondiale, après on a eu besoin des Italiens, finalement en Deuxième Guerre mondiale, on a besoin des Maghrébins. Oui, c'est un schéma tout à fait, je ne sais pas si on peut dire classique, mais qui se reproduit à chaque fois. Puis il y a aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une grande misère, après la guerre en Algérie, il y a une grande misère, notamment, vous avez entendu parler des manifestations de 45 ou 45 plus mai 45, où il y avait une grande revendication, il y avait une promesse qui avait été faite aux Algériens de leur donner un statut de citoyen. C'est un peu partout dans les colonies en Indochine. Oui, enfin bon, on peut prendre l'exemple algérien qui peut se reproduire un peu partout, mais l'Algérie, comme elle est très proche de la France, elle fait partie du bassin méditerranéen,
et que l'Algérie c'est une vraie colonie. C'est un département, hein? Oui, c'est un département, qui était 99 je crois. Donc c'était un département français, et avec des citoyens de seconde zone. Donc on leur avait promis d'être des citoyens de zone de première zone, et ça n'a pas été tenu, et c'est vrai que la colonisation a fait beaucoup de tort, puisque il y a eu une grande misère, il n'y avait pas de travail là-bas. Je sais que en Kabylie notamment, il y avait une immigration de misère, économique. En même temps qu'il y avait besoin de bras, il y avait besoin aussi de gagner de l'argent pour faire vivre les familles. La pièce de théâtre Les Invisibles, ça traite du sujet des Chibani en fait. Oui, alors des Chibani. C'est-à-dire qu'Invisible, ça traite du sujet des Chibani aujourd'hui. Parce que les Chibani d'aujourd'hui, ce sont des gens qui sont venus il y a 30-40 ans. Voilà, c'était pas des Chibani. C'était pas des Chibani, qui étaient des jeunes dans la force de l'âge et tout. Comme je disais précédemment, qui ont quitté leur pays, qui ont quitté leur région pour venir travailler en France, reconstruire la France, contribuer à reconstruire la France. Qu'est-ce que c'est pour vous un Chibani? Chibani, le terme Wikipédia. Dans le dictionnaire, c'est les cheveux gris, c'est les vieux. Ouais. Les cheveux blancs, les cheveux blancs. C'est les anciens. Les anciens. Ces personnes qui sont venues à la base, après les personnes qui sont venues d'après-guerre, vous pensez qu'ils sont venus d'une volonté personnelle, ou est-ce qu'on leur a forcé? Il y a plein de cas de figure. Alors ça, je ne suis pas un spécialiste, mais pour savoir, moi je sais que mon père, qui était déjà en France avant la guerre, qui est reparti parce qu'il voulait l'enrôler comme STO, service du travail obligatoire, donc il s'est enfui en Algérie. Il en a profité pour se marier et puis faire. Mais pourquoi votre père est venu en France finalement? C'est la première fois. Après, c'est une histoire compliquée parce que ce sont des histoires personnelles qui ne sont peut-être pas sont différentes les unes des autres, significatifs des histoires globales. Mon père était orphelin à 12 ans, donc il a travaillé très vite dans un restaurant à Tizir avec des Français, des colons et tout ça, donc il s'est émancipé très très vite. Et je ne sais pas, vers l'âge peut-être de 18-19 ans, on lui a parlé de la France, tout ça, et il est parti à l'aventure. Donc lui c'est un petit peu différent, il avait envie, c'est un aventurier un petit peu. D'autres sont partis parce qu'il fallait aller trouver du travail. Alors, donc le premier qui s'installe dans une région, il parle aux autres, ça peut... Téléphone arabe à l'autre, à l'époque il n'y a pas le portable, ça met du temps. Donc quand il revient au bled, il dit viens, il y a du boulot là-bas, on gagne de l'argent, c'est bien. C'est vrai que dans les années 50... C'est l'Eldorado finalement. Oui, voilà, c'est l'Eldorado, on va gagner de l'argent en France, à France, à Madame la France. Et puis après, on va revenir avec plein d'argent. Et on va construire la maison, et puis c'est la fierté de revenir, d'être... On va pouvoir finalement mieux vivre en Algérie. Mieux vivre en Algérie, mais il y a aussi une autre dimension, c'est-à-dire on va faire fortune ailleurs et on revient au village auréolé de cette image, quoi, de la réussite. Ça, c'est le propre de l'homme, quoi. La motivation principale d'après-guerre de ces personnes qui viennent en France, c'était pour rapporter de l'argent au pays, en fait. Essentiellement. Essentiellement, sortir, vraiment, parce qu'il y avait moi, ma mère m'a raconté qu'il y avait une grande misère. Moi, je suis né en 48, donc à l'époque, il y avait des tickets de rationnement et tout ça. En fait, vos parents, vous n'avez pas envie que vous viviez la même misère qu'ils ont vécu? Oui, les parents, ils sont venus. Alors, mon père, c'est une chose, il est venu avec la famille, parce que lui, il avait déjà une idée. Bon, il y a les immigrés qui sont venus avec toute la famille, la femme, les enfants, femme s'il n'y avait pas d'enfants. Et donc, dans cette configuration-là, effectivement, c'était d'offrir une autre vie, une vie meilleure que celle qu'ils avaient. C'est toujours un peu la même donnée dans les familles, on veut toujours une vie meilleure pour ses enfants. Mais là, particulièrement. Donc, ceux qui sont venus en célibataire, eux, ils sont venus pour travailler, pour construire une vie meilleure chez eux, avec dans l'espoir du retour. Et puis, il y a ceux qui ont une famille au bled et qui viennent ici pour travailler. Ceux qui ont une famille qui viennent, et puis il y a ceux qui ne sont pas encore mariés et qui viennent aussi parce qu'il y a la famille, parce que la solidarité dans les familles algériennes à cette époque-là, elle est très très forte. Hein. Quand il y en a un qui part, il travaille pour toute la famille, hein, les cousins, les oncles, tout le monde. Je sais. Voilà, sauf que la réalité,
fait que les gens sont venus ici. Ils n'ont pas gagné beaucoup d'argent. Ils ont souvent été un peu exploités, beaucoup, ça dépend des cas de figure. Dans la pièce, on raconte, mon personnage d'abord, il a un gros problème avec tous ses contrats de travail, les fiches de paye et tout, parce que pour toucher sa retraite, il n'arrive pas à constituer le dossier pour toucher sa retraite. Parce qu'il y en a eu beaucoup qui n'ont pas été déclarés, ou même qui n'ont pas été payés, ou les charges n'ont pas été payées, ils ont eu des fiches de paye, mais au final, les cotisations URSSAF n'ont pas été payées. Ils n'étaient pas déclarés. Officiellement, ils n'étaient pas déclarés. Officieusement, ils étaient déclarés. Officieusement, ils sont déclarés, parce que tu as une fiche de paye, mais une fiche de paye, c'est quoi? C'est un bout de papier, on écrit ce qu'on veut dessus. Ouais, puis dans les années 50. Dans les années 50, et puis il n'y avait pas tout le système informatique. Bon, et puis il y en a beaucoup qui sont. C'est dit aussi dans la pièce. Tu travailles, et puis tu tombes, tu te casses la gueule, tu meurs, et puis bon, les accidents du travail, il y en avait beaucoup. Voilà, donc l'idée de venir travailler en France et de repartir riche à millions au bled, c'était une idée un peu ironique. Qu'est-ce qu'ils pensent maintenant les gens par rapport à ce qui se passait avant et maintenant le ressenti en fait, ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a maintenant? Le ressenti des Chibani. Voilà. Sur les Chibani? Non, des Chibani. Des Chibani. Ouais. Chibani Le ressenti des Chibani par rapport à leur arrivée et à l'époque actuelle, la société actuelle. C'est compliqué parce qu'il faut arriver à tout relativiser. C'est-à-dire que quand on a 20 ans et qu'on part à l'étranger, qu'on est jeune et qu'on a la force et tout ça, on part à l'aventure, c'est des choses qui restent dans le souvenir très très fortes. Alors je crois qu'il y a toujours une nostalgie de la jeunesse, de sa jeunesse. Donc ça, je pense qu'ils l'ont. Et on est venu à la France, tout ça, on sort, il y en a qui ont vécu comme des Français, on connaît beaucoup, qui sortaient, buvaient du vin, à la fin de dimanche, ils allaient draguer un peu à la façon Zazzou. Et après, petit à petit, ceux qui sont restés, alors il y a ceux qui sont restés comme mes parents. Ma mère, par exemple, aujourd'hui, elle dit, quand elle voit ce qui se passe là-bas, elle dit effectivement, là-bas, eux, ils ont gardé le lien familial, tous ces trucs-là, mais il n'y a pas de travail, c'est une misère au bled, c'est vraiment très très difficile. Elle dit, ici, ces enfants, ils ont quelque chose, ils ont réussi plus ou moins. Bon, elle a quand même une meilleure vie. Donc les Chibani... En fait, qu'est-ce qui se passe, par exemple, à ce qui se passait en 50 et en 2010, en 2013, quoi. Voilà. C'est très difficile à dire, parce que, encore une fois, les époques ne sont pas les mêmes du tout. Et les Chibani ne sont pas les mêmes. Il y a ceux, si vous prenez les Chibani de la pièce, qui sont des célibataires, qui sont restés ici, dans un foyer sans la Cotra, c'est pas du tout la même vie qu'un le père de Nasser, Djemaï, qui a écrit la pièce, et qui lui vit du côté de Grenoble avec sa femme, ses enfants, les enfants qui ont fait des choses. Donc ils vivent la même chose au plan de l'exil, de l'éloignement de la terre natale et tout ça, de se dire ouais on est loin, c'est pas notre monde, la France, parce que même si la France a évolué, eux ils sont quand même un petit peu souvent restés pour beaucoup sur le même registre. C'est-à-dire, on reste entre nous, les Chibani, les cafés algériens, tout ça. L'intégration, c'est pas... Enfin, je sais pas comment dire, l'intégration, maintenant, c'est un mot un peu... Ouais, on ne sait pas ce qu'on met dedans, quoi. Mais vivre, être dans la communauté française, complètement avec sa place et sa spécificité, c'est quelque chose qui est très, très difficile. Beaucoup sont restés dans leur coin. Pas guillotisés, mais... c'est du communautarisme finalement. Je dirais même pas, parce qu'il y a aussi beaucoup d'individualisme aussi. C'est-à-dire qu'on sort, mais quand on sort, on va où? On va sur la place du marché, on fait le marché à Belleville, parce qu'on rencontre beaucoup de compatriotes. On joue au tiercé dans des bars où
où il y a beaucoup d'immigrés. Quand on va au square, au Aubervilliers, on les retrouve, ils sont toujours tous ensemble, d'où dans la pièce, le moment où on les voit. Ils donnent à manger aux pigeons, non? Oui, bien sûr, ils donnent à manger aux pigeons, et puis il reste des heures, comme ça. Moi, quand on a joué à Aubervilliers au théâtre de la Commune, donc moi c'est le square où j'allais jouer quand j'étais petit, et là, de revenir quelques années après, de revoir ça, je vois des gens qui sont un peu plus âgés que moi, qui étaient jeunes à cette époque-là, et puis ils sont là, l'un à côté de l'autre, et ils disent rien, ils regardent. Et voilà, bon, donc leur vie, matériellement, elle s'est améliorée, mais socialement, culturellement, tout ça, bon, mais en même temps, quand vous parlez avec eux, ils disent, j'ai eu une belle vie. Donc c'est plein de paradoxes. Maintenant, ceux qui ont vécu en foyer, tout seul et tout, alors ça c'est une vie très très difficile. Particulière. Justement, est-ce que dans la pièce, les personnages expriment une rancœur vers la France par rapport par exemple à leur arrivée? Parce que les logements Sanacotra, les anciens logements Sanacotra par exemple, c'était des chambres de 4 mètres carrés. Voilà. Est-ce que, ne serait-ce que par rapport à ça, dans la pièce, les personnages expriment une rancœur Non, au contraire, ils revendiquent un petit peu des fois dans la pièce, alors je sais pas, mais la pièce elle est écrite, elle est fondée sur des témoignages, sur l'observation, donc ce qu'il y a dans la pièce, c'est vraiment, je dirais, c'est étayé, c'est avéré. Maintenant, il faut comprendre que les Chibani, pour beaucoup, aujourd'hui, quand ils se retournent sur le passé, ils disent, bon, voilà, ça a été notre vie, même avec les regrets. Souvent, il y a toujours une référence au Mektoub, au destin. On n'y peut rien, c'est comme ça. Et souvent, quand vous les interrogez, il faut beaucoup de temps qu'ils se livrent. Donc, ils parlent pas. Ils sont très pudiques. Ils sont très très pudiques. Et sur leur vie, ils ne parlent pas sur leur vie. Ils vont parler sur les pigeons. Il faut qu'ils aient confiance en la personne pour pouvoir. Il faut vraiment qu'ils aient une grande confiance. Mais en même temps, plus la vie a été difficile et moins ils se livrent. Avec cette pièce, c'est vrai que même nous, personnellement, qui sommes originaires de là-bas, on a un regard un petit peu plus, je dirais, compassionnel. Plus d'empathie, en tout cas un regard qui est un regard qui va vers eux, alors que souvent moi je les comparais un petit peu à du mobilier urbain. Ils se mettent sur et les gens passent devant comme s'ils faisaient partie du mobilier urbain, on ne les voit pas. Et c'est des personnes quelque part qui sont seules en fait maintenant. Alors bon, pour parler de ces gens-là qui sont dans les foyers Sanacotra, évidemment ils sont tout seuls. Parce que la plupart ils ont perdu des liens, enfin ils ont perdu le lien avec le pays, s'ils appellent le pays. Ouais, ils sont français quoi. C'est-à-dire, encore une fois, ils sont venus, c'était transitoire, ils sont venus peut-être pour 5 ans, gagner de l'argent, rentrer au pays, fonder une famille et tout ça. Et puis ils sont restés 10 ans. 20 ans, évidemment, avec des retours. De temps en temps, ceux qui étaient mariés, ils retournent, ils repartent. 2 ans après, ils reviennent, ils s'aperçoivent qu'ils ont un enfant. L'enfant a 2 ans. Et puis voilà, c'est des allers-retours. Donc finalement, qu'est-ce qu'ils connaissent de leur famille? Pas grand-chose. Qu'est-ce que leurs familles connaissent d'eux? Pas grand-chose. Et au bout d'un certain temps, le temps s'étire et finalement, le temps, il fait son... Il y a un fossé qui Il y a un fossé, mais le temps travaille contre eux aussi. Hein, le temps fait son travail, c'est-à-dire le travail de l'oubli, de la séparation, de l'éloignement, qui fait qu'à un moment, quand ils retournent, au moment de la retraite, quand ils veulent retourner là-bas, ils se rendent compte que les garçons, les enfants ont 20 ans, 30 ans, ils ont grandi, et puis que souvent la femme, elle est un peu loin, et qu'ils sont venus, ils ont fait des allers-retours pour apporter de l'argent, et quand ils arrivent, on attend quoi? Alors qu'ils amènent un peu d'argent, des trucs et des machins. Ils sont assez... Leur solitude s'apparente un petit peu à leur solitude d'ici, c'est quand ils sont là-bas. Donc d'où ce désarroi un petit peu de n'être de nulle part. Quoi. En fait, ils n'ont plus d'identité, Si, ils ont une identité, mais bon... Mais ils sont chez eux nulle part, en fait, c'est ça qui ressort vachement. Un peu SDF, quoi, en fait. Non, pas SDF, non, ils sont...
Non, encore une fois, parce que tu vois, il y a ce côté, on est dit. SDF, je voulais dire, sans identité, je veux dire, ils vont quelque part, mais ils sont pas chez eux, quoi. Bah, ils sont immigrés en France et immigrés au Maghreb. Ce qu'ils racontent, quand on les entend, les témoignages, ils disent, bah, quand je vais chez moi, je suis pas vraiment chez moi. Non, on considère et quand je suis là-bas, j'ai qu'une envie, c'est de revenir. Et alors, il y a une réflexion, un type, je sais plus qui a dit ça, il a dit l'endroit où je suis bien, c'est quand je suis dans l'avion là-haut. Parce qu'il n'est pas encore là-bas, il est au milieu, il espère là où il va aller, et il est content de quitter là d'où il vient. Et puis quand il retourne dans l'autre sens, c'est pareil, il est content de retourner dans son 5 mètres carrés, et en même temps, voilà, il est dans son no man's land qui le met en apesanteur d'une certaine manière. Et là, moi je trouve que, souvent je dis, mais moi j'ai eu une enfance heureuse, parce que... Vous étiez logé dans quoi? Dans un logement social ou... Non, dans une maison comme beaucoup. Mon père avait... C'était pas un bidonville, non? Non, mais il y avait les bidonvilles. Alors moi je suis arrivé dans les années fin 40, début 50. J'ai quand même 65 ans, donc à cette époque-là, il n'y avait pas une immigration de masse. C'est plus vers les années 60, 50-60 qu'il y a eu ces créations de bidonvilles. Et les années 60. Là où il a fallu vraiment reconstruire, c'est après l'indépendance, avec l'afflux de beaucoup de... Il y a eu plus d'1 million de pieds noirs qui sont rentrés. Aussi des il a fallu construire des immeubles. Il a fallu vraiment construire. Et l'après-guerre, encore une fois, si on prend la plaine Saint-Denis qui a été bombardée, il a fallu vraiment reconstruire. Donc, il y a un quartier à Lyon qui a été construit justement pour les pieds noirs, qui s'appelle la Buchère. Voilà. Donc il y a eu d'abord les Italiens, les Portugais, tout ça qui sont venus l'après-guerre, mais il y a eu ce qu'on appelle les 30 glorieuses, le boom économique des années 60, où il fallait encore beaucoup plus de main-d'œuvre. Donc on est allé les chercher en Algérie. Alors il y avait des brigades, c'est-à-dire si on prend Simca, qui est devenu Citroën, Peugeot, on est allé chercher des brigades de travailleurs là-bas. Non, il y a du solide et tout. Allez hop, c'est bon. Et puis alors il y a ceux qui étaient, voilà, comme l'armée. Il y a ceux qui étaient enrôlés par des agents recruteurs qui allaient au bled pour chercher des gens. Donc ça s'est pas mal fait au Maroc. Et puis ceux qui sont venus parce qu'on dit il y a du boulot en France, tu peux y aller. Le Boucharoy. Et puis là, ça a rentré. Et ça, c'est ces personnes-là justement qui étaient logées dans les foyers sociaux, les choses comme ça. Alors après, dans les années 60, il y a eu les foyers sociaux, il y a eu beaucoup les bidonvilles, notamment le bidonville de Nanterre, qui a donné la plus grosse partie des manifestants de la manif 61, FLN du 17 octobre 61. Et puis il y a ceux qui étaient dans d'autres banlieues, je sais que moi, Aubervilliers. Où le préfet de police a ordonné de jeter les Algériens dans la Seine, c'est ça? Oui, enfin, il en a jeté quelques-uns, pas mal, on ne sait pas d'ailleurs, on ne sait pas le nombre, mais il y a eu ce qu'on appelle les ratonnades, cette manif qui a été interdite, qui était, ce qu'il faut bien dire, qui était une manif pacifique, bien sûr, qui a été interdite, parce qu'à cette époque-là, il y avait un couvre-feu qui a été décrété pour empêcher justement le FLN de se propager. Voilà, l'idée de l'indépendance, qui a été soutenue quand même par pas mal de Français, parce qu'il y a eu après la manif de 62 qu'on oublie un peu, qui est la manif de Charonne, après les accords d'Évian, tout ça. Enfin, bref, il y a eu pas mal de gens, et bon, nous, notre histoire, comme mon père est venu à Aubervilliers, qui n'était pas une zone de bidonville, d'immigration très très forte à cette époque-là, enfin, quoique, nous on était dans une maison un peu genre taudis, mais c'est acceptable, on va dire. Maison individuelle, quoi. Donc moi à l'époque je travaillais comme plombier, donc j'ai fait de la plomberie, j'ai fait une douche, etc. Bon, on se démerde, hein, comme beaucoup, il y avait quand même une identité de destin avec les Français. Moi mes potes français étaient tous un peu comme nous, hein, les parents étaient manœuvres, étaient OS, travaillaient à l'usine, et donc il y avait une forte solidarité. Qu'on retrouve peut-être plus maintenant. Non, parce que, encore une fois, dans ce quartier-là, bon, moi, mes potes d'origine immigrée, il n'y en avait pas beaucoup. Tous mes potes étaient français, portugais, machin. Donc, il n'y avait pas
Par exemple, maintenant il y a beaucoup plus de communautarisme. Par exemple, les Portugais restent entre Portugais, les Italiens avec les Italiens. Il y a beaucoup de. Dans les années 60, si on prend la région de la Seine-Saint-Denis, Aubervilliers, La Courneuve, qu'est-ce qui s'est passé? On a construit 4000 logements à La Courneuve, notamment pour mettre beaucoup de pieds noirs à cette époque. C'est la mairie de Paris qui avait construit ça. Donc, les Français, les pieds noirs, quand ils en ont eu marre d'être là-dedans, ils sont partis ailleurs, parce que c'est vraiment des cages à lapins. Ils ont été remplacés par beaucoup de familles immigrées. Et bon, il se trouve que les familles immigrées font beaucoup d'enfants. Et après le choc pétrolier en 1974, il y a moins besoin d'immigrés, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, allez, retournez chez vous. Sauf que les enfants étaient français, pour beaucoup. Donc c'était difficile. Et puis pour les parents, à cette époque-là, qui étaient venus dans les années 60, 70, les enfants étaient scolarisés, l'idée du retour c'était plus possible, les données étaient complètement changées, donc les enfants allaient à l'école, eux ils avaient plus ou moins trouvé une place, du boulot, facile de vivre, faire venir, parce qu'il y a eu aussi le regroupement familial qui a été au début des années 70 par Giscard, juste avant 74, parce que le choc pétrolier c'était plutôt 70, 73 de regroupement familial. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est-à-dire que les pouvoirs publics n'ont pas vraiment anticipé, il n'y a pas de prospective pour dire comment on accueille une immigration, comment on les intègre dans la société. Ils sont mal organisés. Au travail. Mais non, ils s'en foutent. Parce qu'il faut une force de travail, les entreprises, les conditions d'hébergement. Alors après, c'est des luttes syndicales, sociales, politiques qui ont fait qu'il y a eu le 1% ou les foyers pour loger décemment les gens qui se sont battus. Donc c'est toujours des rapports de force. Si tu veux quelque chose, il faut aller le chercher. Il y a une chose que je me demande par rapport à cette histoire de regroupement familial. Parce qu'on a tourné sur le sujet des Chibani. Pourquoi eux, ils n'ont pas fait justement ce regroupement familial? Pourquoi ils n'ont pas fait venir leur famille ici? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Je sais pas. Alors après, il faut... comment dire, il y a des gens qui se disent, moi je vais partir avec ma famille. Donc quoi qu'il arrive, j'emmène ma famille, je vais travailler là-bas, parce qu'ils ont peut-être une vision des choses. Il y a celui qui se dit, après c'est les moyens. Est-ce qu'il a plus les moyens de faire venir sa famille? En fait, c'est à la base s'il a les moyens. Donc après, il faut prendre chaque cas, se dire, pour en faire des généralités, il faut arriver à faire des statistiques, se dire, oui, ceux qui sont venus sans leur famille, pourquoi? Donc essayer de trouver des raisons, ceux qui sont venus avec les familles. Donc je pense qu'il y a plein de critères. Quand tu viens avec ta famille, c'est pourquoi? Pourquoi? Parce que il y a peut-être un cousin qui te dit, j'ai un logement pour toi. Je peux loger ta famille. Ou un hôtel, un truc, on peut loger déjà au moins à 2, ou à 3, ou à 4. Celui qui vient un peu tout seul, il dit, moi j'ai de la place pour toi, tu vas venir loger avec moi, j'ai une chambre, tu pourras dormir avec moi. Donc il n'est pas question qu'il amène sa famille. Ah merde, c'est vrai, il y a les Chibani, ils sont tout seuls. Ah puis merde, dans les banlieues, il y a les jeunes, ils sont chiants et tout ça et tout. Bon, on n'a pas vu venir, on n'a pas voulu voir venir tout ça. Je pense qu'on n'a pas voulu voir venir. Bien sûr, on n'a pas voulu voir venir parce que... On s'est pas dit, justement, on s'est pas dit qu'ils allaient avoir des enfants et qu'ils allaient rester en France. C'est dit ça, c'est dit. C'est dit, bien sûr. Tout le monde le sait. C'est écrit, mais simplement, on met... Pas envisagé à la base, ils n'avaient pas envisagé la suite, on va dire. Parce que ça a un coût. C'est un coût financier, c'est un coût social, c'est un coût politique. Et quand certains parlent de plan Marshall des banlieues, j'aime pas trop ce nom, mais en même temps, ce qui est une vérité, quand on a reconstruit la France de l'après-guerre, même si les Américains avaient un gros intérêt à investir dans la reconstruction, comme ils ont fait en Irak, comme ils font partout, c'est vrai que s'il n'y a pas les fonds nécessaires pour reconstruire, comment on reconstruit? Dans le plan Marshall des banlieues, c'était vraiment... Il y a des gens qui disaient c'était des milliards et des milliards. C'est un peu une blague, quoi. C'est une blague. Qui va les donner des milliards? C'est l'impôt, c'est tout ça. Mais personne ne veut payer pour ça. Et tout le monde dit ah merde, les émigrés ils nous emmerdent. Bon, ils vous emmerdent. Bon, alors qu'est-ce que vous faites? Ils sont là, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, c'est pas des immigrés, c'est des Français. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a Marseille, il y a tout ça. Et personne ne veut voir vraiment la réalité en face. Finalement, on peut utiliser le terme misère sociale pour les Chibani. Pour beaucoup, oui, il y a une misère sociale, mais... Même la misère
Après, c'est toujours pareil. Si on prend les Chibani de la pièce et ceux qu'on a rencontrés dans les foyers sociaux et tout, il y a une misère qui est due, une misère psychologique. Hein, c'est-à-dire... Misère totale, quoi. Oui, c'est la misère au sens, je suis seul, j'ai quitté mon pays, pour paraphraser un ils ont quitté leur pays pour un Eldorado, ils sont restés seuls, c'est l'exil, c'est le célibat pour beaucoup, c'est le rejet pour beaucoup, donc il y a une misère morale qui est très, très grande. Mais en même temps, quand vous discutez avec eux, vous dites, je suis bien, je manque de rien. J'ai une petite retraite, mais ça va. Oui, ça va. J'ai des amis. Alhamdoulilah. Je vais faire le marché, je ramène tout ça. C'est bien. Je demande rien de plus.